Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler de deux sujets palpitants, Star Wars et le jeu de rôle. Si vous avez déjà rêvé de mener la vie de Han Solo, Chewbacca ou Boba Fett, vivre dangereusement à coups de blaster et de Rix dans les cantinas, en marge du monde civilisé vivant de larcins et de magouilles en tout genre, avec l'angoisse de vous faire arrêter par les troupes de l'Empire ou pire, vous faire rattraper par les Hutt, eh bien tout simplement vous êtes au bon endroit, ce jeu et cette vidéo devraient vous plaire. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur Star Wars aux confins de l'Empire dans sa version kit d'initiation. Une version bien entendu beaucoup plus accessible tant financièrement qu'en termes de temps investi, qu'en termes de règles de jeu, que la version complète. Donc si vous n'avez jamais joué à un jeu de rôle, si vous n'avez jamais masterisé de partie, eh bien ne prenez pas peur, tout va être très simple. Alors bon, avant d'aborder le jeu en lui-même, puisque j'ai pris l'habitude de vous donner mon opinion sur le matériau de base, je l'ai fait pour le Hobbit, je l'ai fait pour Sensei Yar dans mes précédentes vidéos, eh bien je me sens un petit peu obligé de vous dire ce que je pense de Star Wars. Alors comment vous dire ça rapidement et de manière apaisée ? J'adore Star Wars, c'est certainement l'univers qui me plaît le plus parmi tous les univers imaginaires créés, de toute l'histoire de tous les univers imaginaires créés. C'est bien sûr la trilogie originale avec ses qualités et ses défauts, mais je veux dire comment ne pas aimer cette trilogie. On parle de quête initiatique, de chevalerie, de religion, de guerre, de crapules sans foi ni loi, de voyage intergalactique. Mais Star Wars c'est aussi la prélogie que personnellement je place peut-être même au-dessus de la trilogie originale. Ouais, je sais, c'est pas commun, il faut avoir un petit peu de courage pour dire ça. Mais si vous enlevez Jar Jar Binks, les origin stories sur Boba Fett, les clones, Obi-Wan sont tout à fait pertinentes, le propos sur le délitement d'une démocratie est fort, les manigances de Sidious, Dark Maul qui est super badass, et bien sûr la descente aux enfers d'Anakin, je vais pas non plus faire 2 heures dessus, voilà, j'aime la prélogie. Mais bien sûr, Star Wars, ça ne s'arrête pas là, et étant devenu avec le temps un fan hardcore de Star Wars, eh bien je me suis intéressé à l'univers étendu. Donc jeux vidéo, jeux de société bien évidemment, mais surtout les romans, bien sûr, dont certains sont de vrais bijoux, et aussi les comics Star Wars qui me passionnent vraiment, et là j'en ai lu des caisses. Évidemment, c'est un univers tellement étendu, pour le coup, qu'il y a à boire et à manger. Mais dans l'ensemble, et compte tenu de sa dimension, c'est une œuvre globale qui tient la route, et qui me fait toujours rêver. Voilà, donc j'adore Star Wars, j'aime bien les jeux de rôle, donc un jeu de rôle sur l'univers Star Wars, forcément je pouvais pas passer à côté. Quoi ? Comment ça ? Mais Star Wars ça s'arrête pas là, il y a des films après ? Alors ouais, il paraît que j'ai pas parlé des films Star Wars depuis que Disney a racheté la licence. Franchement, j'ai envie d'éviter le sujet parce que ça a tendance à me mettre hors de moi. La colère mène à la haine mène à la souffrance. Bon allez, je vous en parle quand même. Voilà, moi, j'étais peut-être un des seuls à applaudir quand j'ai appris que Disney allait racheter la licence, tout simplement parce qu'en tant que fan de l'univers étendu, je me suis dit, voilà, ils ont plein de scénarios à leur portée, ils ont des masses d'argent, ils vont pouvoir faire un film par an, ça va être génial. Et puis quand Disney a décidé de jeter l'univers étendu à la poubelle, le vrai, le Legends, celui qui me plaisait, j'ai ressenti comme du mépris, voilà, de la part de Disney envers le public déjà, qui avait acheté ces histoires, voilà, qui avait lu ces histoires avec passion, et envers aussi tous ces auteurs, voilà, qui avaient écrit des romans, qui avaient fait des jeux vidéo, qui avaient fait des comics, ces dizaines et ces dizaines d'auteurs qui avaient réussi à fournir un univers cohérent, pertinent. Et alors quand je suis allé au cinéma et que j'ai vu par quoi ils avaient remplacé mon univers étendu en plus... Sincèrement, ce que Disney a fait là, c'est un viol caractérisé de la licence, c'est un outrage, un blasphème. C'est plat, ça invente rien, c'est que du remplissage, y a pas de propos, y a pas d'histoire, pas de scénario. Les personnages ils servent à rien. Et arrêtez de me dire que c'est beau parce que ça suffit pas pour faire un bon film. Bon, Rogue One est cool par contre, là j'ai vraiment eu l'impression de voir un Star Wars pas con, bien ficelé, un épisode de l'univers étendu, voilà, sans prétention, avec de bons personnages, un vrai propos. Voilà, on va passer au jeu parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Si vous voulez connaître un petit peu plus profondément mon avis sur Star Wars, c'est très simple, il y a quelqu'un qui a très bien bossé dessus déjà, je vous invite à aller voir les vidéos de Durandal que vous connaissez certainement, qui fait beaucoup plus de vues que moi, et je partage son avis à 90%, les 10% qui restent c'est parce que je serai beaucoup plus sévère que lui encore. Tranquille, le mec il se fait pas chier, il renvoie vers le travail de nôtre. Voilà, Star Wars aux confins de l'Empire, le kit d'initiation est donc un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans, et des durées de partie qui vont être variables, comme dans tous les jeux de rôle en fait, ça va dépendre de l'enthousiasme du maître du jeu, de l'enthousiasme des joueurs. Tabler sur 5 heures si vraiment les joueurs sont des fonceurs, sont rapides et finissent très vite la quête. Sinon, si les joueurs sont du genre à flâner et que le maître du jeu est du genre à improviser un petit peu, vous pouvez tabler facilement sur 15 heures de jeu. Après, c'est du jeu de rôle, donc vous n'êtes pas obligé de vous enfiler 15 heures de jeu comme ça d'affilée, vous pouvez découper ça en soirée. Laissez vos droïdes à l'entrée, rangez vos blasters, installez-vous confortablement sur l'une des banquettes de la cantina. Pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table.
Voilà, le jeu est installé, alors on parlera du matériel de jeu au fil de la vidéo. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, petite session de rattrapage. Dans un jeu de rôle, bien entendu, il va y avoir des joueurs qui vont incarner des personnages, des rôles donc, et un joueur qui va incarner le maître du jeu, donc c'est lui qui est détenteur du scénario, qui va faire en sorte que l'aventure se déroule bien, ou pas d'ailleurs, et qui va incarner tout ce qui est personnage non joueur, les négociants, les marchands, les ennemis, etc. etc. Et si vous n'avez jamais masterisé de partie de jeu de rôle et que vous voulez commencer avec ce kit d'initiation, je vais vous donner quelques petits conseils. Déjà, ne lancez pas une partie un soir où vous êtes fatigué, parce qu'en tant que maître du jeu, vous allez être fortement sollicité. Préparez votre partie, bien entendu. Au mieux vous êtes préparé, au mieux vous avez évalué les possibilités d'action des joueurs. Au mieux vous pourrez répondre s'ils font des trucs totalement délirants. Et puis accessoirement ça vous permettra d'éclairer les joueurs sur des points de scénario. Moi j'ai déjà vu des parties comme ça sur YouTube, puisqu'il y a des let's play comme ça de jeux de rôle papier, comme on en fait pour les jeux vidéo sur YouTube, où le maître du jeu ne maîtrise pas du tout le scénario, et donc du coup on vient presque même à le critiquer, à dire mais ça c'est totalement débile. Alors si vous faites ça, ciao l'immersion, ciao la crédibilité, la cohérence, et si vous faites une croix sur l'immersion et la crédibilité, du coup l'expérience ça en ressentira, elle sera amoindrie. Choisissez bien vos joueurs aussi, si vous sentez que vous aurez du mal à gérer des joueurs un peu foufous, au contraire trop timides, vous les invitez pas tout simplement. Ne soyez pas un nazi du lancer de dés non plus, c'est-à-dire que voilà, il y a des résultats qui sont des résultats certes, mais des fois faut faire preuve aussi un petit peu de mansuétude pour pouvoir faire avancer l'intrigue, faut être un petit peu cool avec les personnages parfois, parce que voilà, il faut que l'histoire avance, et puis vous n'êtes pas là pour les punir non plus. Soyez souple, soyez imaginatif aussi, ne paniquez pas parce qu'il y a un personnage autour de la table qui fait une action qui n'est pas prévue dans le scénario. La force du jeu de rôle, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite si ce n'est celle de l'esprit, de l'imagination des joueurs et du maître du jeu. Donc improviser, inventer des points de scénario, inventer des réactions de personnages, il n'y a pas de problème. Tout est possible. Et enfin, il y a un truc qu'on m'a appris et que moi je fais tout le temps maintenant, c'est mettre de la musique de fond. Bah ouais, parce que ça accroît l'immersion, ça rend l'expérience plus intense. Et cette musique, elle change bien entendu en fonction des situations, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la campagne, vous vous baladez en sifflotant, mais il y a une petite musique calme, voilà. Et quand vous êtes en pleine baston, vous mettez une musique trépidante et épique. Voilà, si vous vous sentez de faire tout ça, vous êtes prêt à être maître du jeu. Donc pour en revenir aux confins de l'Empire, le maître du jeu, donc il dispose d'un livret d'aventure qui lui permettra de connaître l'intégralité du scénario, des rencontres, des pérégrinations qui vont arriver aux joueurs personnages. Les règles du jeu y sont d'ailleurs expliquées progressivement au fil des rencontres, ce qui permet au maître du jeu de s'acclimater petit à petit. Du côté des autres joueurs, il faut savoir qu'il y a des fiches personnages préécrites, ce qui permet de gagner énormément de temps avant de démarrer une partie. Parce que pour les habitués du jeu de rôle, vous le savez, parfois la création de personnages ça peut durer des plombes. Donc là on perd pas de temps, on démarre direct. Donc parmi les personnages, on retrouve de grands classiques de l'univers Star Wars, bien entendu le Wookiee mercenaire, puissant et résistant, le droïde colon, spécialiste de la médecine, la Twi'lek, chasseuse de primes, excellente tueuse bien sûr, et l'humain contrebandier, un peu le Han Solo de service, magouilleur et castagneur. Tous ces personnages ont bien entendu des compétences à des degrés de maîtrise différents, des caractéristiques, vigueur, agilité, intelligence, ruse, volonté, présence, une valeur d'encaissement qui représente leur valeur d'armure en fait, des points de vie ici appelés seuil de blessure, des points de stress aussi qui représentent votre fatigue et qu'il faudra surveiller au même titre que les blessures, puisque si vous tombez à 0 point de stress, vous êtes inconscient. Chaque personnage aura également bien entendu des équipements différents, tels que les pistolets blaster, vibro-haches, etc., etc. Et aussi de l'argent, ça peut être utile. Chaque personnage dispose d'une biographie détaillée, qui relate, voilà, sa vie avant l'aventure, ses liens éventuellement avec les autres personnages, bref, c'est très bien écrit. Donc, tous ces personnages vont vivre leurs premières aventures dans un milieu extrêmement connu du grand public, puisqu'il s'agit de Tatooine, et d'un astroport ressemblant à celui de Mos Eisley. Donc là, on voit la carte du bled, c'est assez immersif, c'est bien dessiné. Et donc, c'est ici que nos personnages vont vivre leur pérégrination, voilà, ils vont se balader un petit peu dans l'astroport. Donc maintenant, pour vous expliquer la mécanique du jeu, je vais devoir un petit peu spoiler le début du jeu. Bon, c'est pas grand chose, c'est vraiment les premières secondes, les premières minutes, mais si vraiment vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe au tout début de la partie, je vais mettre un petit autocollant spoiler là, et puis il disparaîtra quand les spoilers seront finis. Voilà, vous allez un petit peu plus loin dans la vidéo, et basta. Donc au tout début du jeu, nos 4 personnages sont pourchassés dans l'astroport de Mos Shuta par des gardes gamoréens qui sont les sbires d'un parrain du crime local et qui n'est autre qu'un Hutt, tout simplement. Peut-être un cousin de Jabba, je sais plus. Et donc là, nos 4 amis vont devoir se réfugier dans un lieu très connu, une cantina. Donc là, quand vous masterisez la partie, vous passez la petite musique de la cantina, là c'est parfait pour l'ambiance. Et donc là, si je suis maître du jeu, je vais lire le premier pavé de texte scénaristique qui correspond à cette rencontre. Laissant la chaleur écrasante de Tatooine derrière vous, vous dévalez une poignée de marche et pénétrez dans la salle commune de la cantina. Il y fait sombre et frais.
Le barman dévaronien s'immobilise quelques instants pour vous dévisager. Sa face démoniaque est très intimidante. À l'autre bout de la pièce, une Twi'lek danse sur une scène au rythme de nerfs enregistrés. Les murs sont flanqués d'alcôves et le reste de la pièce est encombré de tables et de chaises. Quelques clients tournent la tête pour vous regarder. Les seules autres issues apparentes sont une sorte de réserve dans un coin et une porte située derrière la danseuse. Le plafond voûté est soutenu par de lourds étais. Vous n'avez que quelques secondes pour vous cacher avant que les brutes de Timo n'entrent à leur tour. Donc Timo c'est le hut qui les pourchasse. Que faites-vous? Donc là il va falloir très vite en fait que les joueurs décident de leurs actions à effectuer avant que les gardes n'arrivent. Donc par exemple on peut imaginer là que le droïde irait s'installer à une table avec d'autres clients, histoire d'essayer de passer inaperçu, on sait jamais. La Twi'lek pourrait tenter de monter sur scène puisqu'il y a une autre personne de sa race qui danse déjà sur scène, donc ça serait pas une mauvaise idée peut-être d'aller là-haut, de faire croire qu'elle est danseuse. Ou éventuellement d'aller se cacher dans le vestiaire, pourquoi pas. Pache le contrebandier, il pourrait s'accouder au bar par exemple, ou discuter avec le dévaronien pour savoir s'il peut pas se planquer quelque part. C'est un peu risqué, parce que il va falloir négocier avec le dévaronien qui a peut-être peur du hut, et donc peut-être il va pas vouloir que Pache passe derrière le bar. Le Wookie pourrait se mettre au bar, ou alors il pourrait s'installer comme le droïde à une table. Ou alors comme on a dit qu'il y avait des étais dans la pièce, eh bien il pourrait essayer de grimper sur les étais pour essayer de se cacher dans le plafond. Pourquoi pas, je raconte peut-être n'importe quoi. On a le placard aussi qui pourrait faire office de cachette. Enfin bref, vous avez compris, tout est possible, la seule limite c'est votre imagination. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque vous allez effectuer une action un petit peu complexe, comme par exemple essayer de vous faire passer pour une danseuse, c'est-à-dire peut-être négocier avec la danseuse pour rester sur scène, ou comme dans le cas de Pache, négocier avec le dévaronien pour pouvoir passer derrière le bar, ou dans le cas du Wookie, sauter sur les étais par exemple pour pouvoir s'y cacher, eh bien vous allez devoir faire appel à l'une de vos compétences. Par exemple pour le Wookie, puisqu'il saute en l'air, eh bien il va faire appel à sa compétence athlétisme. Pour la Twi'lek qui veut essayer de se faire passer pour une danseuse par exemple, elle va essayer d'utiliser sa compétence charme, ou coercition, pourquoi pas. Ça dépend comment s'y prend le joueur en fait, est-ce qu'il essaie de séduire la personne en disant je suis ta race donc essaye de me sauver s'il te plaît, j'ai un problème, ou si au contraire il lui dit laisse-moi danser sinon je te crève. Voilà, c'est pas les mêmes compétences. Donc là admettons que notre chasseuse de primes Twi'lek, elle décide d'employer la manière douce pour pouvoir se faire accepter sur scène, eh bien elle va lancer autant de dés que le lui autorise son niveau en charme, donc là en l'occurrence 3 dés verts, qui sont des dés avec des résultats exclusivement positifs. Et là-dessus, le maître du jeu va rajouter des dés négatifs en fonction de la difficulté de l'action engagée. Donc on va partir du principe que toute négociation déjà constitue une difficulté, donc je vais rajouter un dé négatif dans la réserve de dés que va lancer le personnage. En plus de ça, je pourrais partir du principe aussi que la danseuse Twi'lek est un petit peu impressionnée par cette personne qui vient de monter sur scène, a un petit peu peur, et donc rajouter un deuxième dé négatif dans la réserve, mais on va dire que je suis un maître du jeu gentil et que je considère que ce sont deux personnages Twi'lek qui négocient, donc du coup c'est un petit peu plus favorable pour notre personnage qui veut monter sur scène. Donc là en fait, le joueur qui joue la Twi'lek, eh bien il va lancer 3 dés positifs, un dé négatif, et donc tout simplement s'il y a plus de symboles qui apparaissent sur les dés positifs que sur les dés négatifs, eh bien il réussit cette action. Donc il pourra danser tranquillement sur scène avec sa compatriote Twi'lek. Si l'action avait été plus compliquée, s'il y avait eu plus de symboles négatifs que de symboles positifs, eh ben ça aurait foiré. Donc notre ami Twi'lek aurait peut-être pas pu monter sur scène. Idem pour le Wookie, il essaye de sauter pour se raccrocher aux étais sur le plafond, mais s'il n'y parvient pas, eh ben ça veut dire que hop, il saute comme ça, et puis en fait, il reste au sol, voilà, il a pas réussi à atteindre les étais. Alors faut savoir un truc, c'est que lorsque vous lancez le dé, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de symboles différents. Et alors c'est pas parce que vous réussissez ou vous échouez dans une action qu'il va pas se passer quelque chose de mal ou de bien en plus au cours de cette action. Par exemple là, ces petits symboles que l'on voit là sur les dés positifs, eh bien si on en a plus que les symboles que l'on voit là sur les dés négatifs, eh bien ça va nous permettre d'avoir un avantage supplémentaire. Par exemple, si j'avais eu ça là dans ma négociation avec la Twi'lek, eh bien peut-être que en plus la Twi'lek, eh bien, elle aurait compris mon désarroi et puis qu'elle m'aurait offert peut-être des fringues pour m'habiller comme une danseuse. Et donc quand les gardes rentreront dans la cantina, eh ben, je serai totalement déguisé, je serai totalement invisible à leurs yeux, quoi, on va dire. Après donc là le jeu il est malin parce qu'il a une manière de montrer cet avantage très concrètement. Lorsque le joueur ou la joueuse qui joue la Twi'lek va devoir faire un jet de discrétion pour savoir si les gardes gamoréens la repèrent ou pas, eh bien le maître du jeu va lui autoriser par exemple à prendre l'un de ses dés bleus et à le rajouter dans sa réserve de dés. Ce sont des dés positifs avec des symboles positifs comme vous le voyez. Donc normalement cette action de discrétion devrait se voir facilitée. Au contraire, si j'avais eu plus de ces symboles négatifs que de ceux-ci qui sont positifs,
eh bien même en ayant réussi mon action, il se serait passé quelque chose de mauvais. Par exemple, je sais pas moi, en montant sur scène, j'aurais pu tomber un de mes équipements à terre qui serait resté au milieu de la cantina. Eh bien le maître du jeu, lors du jet de dés de discrétion, va vous affubler d'un dé négatif, ce qui devrait compliquer un petit peu la réussite de votre future action. Le maître du jeu, en fait, il est toujours en train de faire cette petite gymnastique d'esprit, de se dire, bon là l'action est réussie, mais il y a quand même cette menace, voilà, il y a quelque chose qui peut foirer, donc dans la prochaine action, il faut que je le matérialise. Je vous l'ai dit, le MJ, il est très sollicité dans ce jeu, il faut qu'il fasse preuve d'imagination en permanence. Et là, si on avançait un petit peu dans l'aventure et que les gardes gamoréens rentraient dans la cantina, eh bien déjà, et ça c'est dans le scénario, tous les joueurs personnages doivent faire un test de discrétion. Donc toujours pareil, avec une réserve de dés constituée à la base de vos compétences et de la difficulté à réaliser cette action, qui donc là est de se faire discret. Et donc en fonction de votre degré de discrétion, eh bien les gardes vous verront ou pas. Bon là on va être honnête, de toute manière, qu'ils vous voient ou pas, il y aura baston. La seule différence c'est qu'en fonction, c'est eux ou vous qui initierez la bagarre. Donc là, dans le livret d'aventure, on va voir que ces terribles gardes gamoréens disposent comme vous de vigueur, ruse, présence, agilité, intelligence, volonté. Ils ont leur propre réserve de dés quand ils se battent au corps à corps. Ça me permet de vous parler d'ailleurs de l'évolution des compétences, puisque là vous le voyez, en fait leur réserve de dés elle est constituée de 2 dés verts et un dé jaune. Donc le dé jaune en fait c'est la version améliorée du dé vert, avec beaucoup plus de symboles dessus. En fait c'est censé matérialiser un degré de maîtrise beaucoup plus élevé. Eux aussi ils ont un seuil d'encaissement, leur classe d'armure et un nombre de points de vie. Donc là admettons que le gamoréen tape en premier, bien il va taper avec 2 dés verts, un dé jaune, et il n'y a pas de raison que les ennemis n'y aient pas droit, on va ajouter aussi des dés négatifs dans cette réserve. Donc les dés négatifs, ils seront en fonction déjà de la portée de l'attaque. Attaquer quelqu'un au corps à corps avec une hache, c'est moins compliqué par exemple que attaquer quelqu'un avec un fusil blaster à 2 km de distance. Pareil, admettons que la personne qui attaque le gamoréen ait eu la présence d'esprit de renverser une table dans la cantina pour se cacher derrière, forcément ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de l'atteindre, donc on va rajouter du dé là aussi. Si jamais le personnage réussit son attaque, eh bien on va infliger des blessures au personnage visé. Et alors là je vais sortir ma petite équation RPG friendly. Les dégâts seront donc égaux à la différence nette entre le nombre de symboles positifs et le nombre de symboles négatifs, plus les dégâts naturels de l'arme. Donc évidemment, si vous tapez avec un gourdin ou si vous allumez quelqu'un avec un blaster lourd, ce sera pas le même nombre de dégâts, moins la valeur d'encaissement du personnage visé. Donc quand on aura fait ce petit calcul, eh bien on retirera le total en points de vie chez le personnage visé, tout simplement, voilà. Bien sûr, mais ça vous l'avez compris, tomber à 0 c'est pas bon. Et dans ces actions de baston, comme dans les actions qu'on a vues un petit peu plus avant, eh bien il va y avoir des effets bons ou mauvais qui vont se rajouter. Par exemple là, admettons, le mec était caché derrière une table, le gamoréen réussit à lui infliger des dégâts, mais en plus de ça, il peut avoir un effet bénéfique qui fait que peut-être, je sais pas, il donne un coup de pied dans la table, involontairement, la table s'écroule sur le mec et puis il prend un dégât de plus, j'en sais rien, j'invente. Et si le résultat est plutôt négatif, on peut imaginer par exemple qu'il arrive à lui mettre des dégâts à travers la table, mais au final, son arme glisse de sa main et puis elle tombe par terre. Donc du coup voilà, comme tous les jeux de rôle, c'est un jeu au tour par tour, et voilà, chacun joue une action et puis on continue comme ça jusqu'à ce que la rencontre soit résolue. Sauf que là en fait on a aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, un niveau de stress, et donc le stress en fait on peut l'utiliser pour faire un petit peu plus d'action. Par exemple je suis caché derrière la table, il y a le gamoréen qui essaye de me taper dessus là, qui m'envoie des dégâts, et ben je vais peut-être dépenser du stress pour déjà me sortir de là, ou lui balancer la table sur la gueule, et ensuite faire une deuxième action comme par exemple sortir mon blaster, ou tenter de le plaquer, ou fuir. Voilà, je pense que vous avez compris, tout le monde peut faire absolument ce qu'il veut. Alors tout à l'heure on a parlé des dés jaunes, qui comportent beaucoup plus de symboles positifs, qui sont l'évolution en fait des dés verts, et qui sont censés matérialiser un degré de maîtrise plus élevé au niveau de vos compétences. Vous êtes plus doué dans une compétence, donc il y a plus de symboles positifs sur ce dé, voilà, tout simplement. Les actions sont plus faciles à faire. Mais le dé jaune a son pendant négatif lui aussi. Il s'agit d'un dé rouge, qui est censé matérialiser des degrés de difficulté plus importants pour résoudre des actions. Et donc ce dé rouge, lui, évidemment, il comporte beaucoup plus de symboles négatifs que les dés violets que l'on a vus tout à l'heure. Mais l'autre originalité de ces dés jaunes et rouges, c'est qu'ils comportent tous deux un nouveau symbole, un symbole de triomphe pour le dé jaune, un symbole de désastre pour le dé rouge. Si vous obtenez un résultat positif en triomphe, eh bien l'effet ainsi déclenché sera très avantageux. On peut imaginer par exemple dans une baston que vous mettiez un ennemi KO direct, à l'inverse un total en faveur des désastres sera terrible. On pourrait imaginer par exemple que votre arme devienne inutilisable, que vous tombiez à terre, enfin bref, là il y a plein de possibilités, toujours pareil, c'est l'imagination du maître du jeu qui prime. Alors c'est pas toujours évident de bien doser les opportunités, les menaces, les triomphes et les désastres, mais sincèrement moi je considère qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça. Ce qui compte c'est surtout que ce soit à peu près juste, crédible et que les joueurs y prennent du plaisir. Imaginons un personnage qui rate son action, en plus voit pointer une menace et en plus subit un désastre, c'est calamiteux. Mais après faut quand même avouer que voir le sort s'acharner sur un joueur c'est souvent très drôle.
Alors bien sûr, au fil des aventures, vous allez récolter, comme dans tout bon jeu de rôle qui se respecte, des points d'expérience, qui vous permettront, en les dépensant, d'évoluer sur un arbre de talent. Donc vous allez gagner en compétences, apprendre des trucs, bref, du RPG quoi. Alors un petit truc quand même, c'est qu'il y a des petits pions PNJ qui sont également compris dans cette boîte, mais pas tous. Donc si vous voulez vraiment rendre votre aventure immersive, eh ben, il va falloir les faire vous-même. Alors perso, je suis juste allé chercher des images sur internet et je les ai collées sur des petits bouts de carton, et voilà, ça fait tout à fait son office, il n'y a aucun problème, voilà, on peut en rajouter. Moi je trouve que le matériel est vraiment sympa, je voulais vous montrer aussi ces petits jetons qui montrent que voilà, il y aura des combats spatiaux aussi à vivre dans cette aventure. Au niveau des maps, on va également retrouver un modèle de vaisseau très familier, dans lequel on va pouvoir se balader, voilà, ça c'est génial. On va pouvoir monter dans les tourelles d'artillerie pour pouvoir bousiller du TIE Fighter. Pour les gens qui adorent Star Wars, c'est mon cas, vous l'aurez compris, et ben c'est vraiment génial. Voilà, donc hormis son accessibilité hors norme et son matériel attrayant, le kit d'initiation dispose d'au moins 2 autres atouts. L'aventure de base est vraiment palpitante et plonge les joueurs au cœur de l'action. La tension est vraiment palpable et vraiment avec un bon narrateur, un bon maître du jeu, on y est quoi, on est sur Tatooine. Le système de réserve de dés est très simple et laisse libre cours à l'imagination du maître du jeu. Alors je l'ai dit, en fonction de l'enthousiasme et de l'improvisation des joueurs et du maître du jeu, c'est une partie qui va durer 5 à 15 heures. Mais dans son infinie bonté, l'éditeur Edge avait mis à l'époque sur son site web d'autres scénarios à télécharger. Alors il y avait le Hutt à le bras long et Sous le soleil noir. Et ce sont 2 aventures bien plus denses. Hein. Alors Sous le soleil noir, je l'ai jamais testé, mais par contre le Hutt à le bras long, c'est la suite et la conclusion de cette introduction. Par contre, il n'y a pas toutes les cartes de lieu dedans, alors moi du coup je les ai faites à la main, hein, tout simplement, pareil, j'ai imprimé après les personnages pour en faire des petits pions. Alors je crois que ces scénarios ne sont plus disponibles sur le site de Edge, mais vous pouvez les retrouver ailleurs sur internet sans aucun problème. Après, il y a 2 autres personnages qui peuvent être téléchargés aussi, il y a un Sacha l'exploratrice et Mathus le technicien. Enfin, est-il utile de préciser que le deuxième point fort de ce jeu, évidemment, c'est la licence. Star Wars c'est riche, c'est connu, c'est immersif, c'est cohérent, enfin c'était... Et surtout, ça parle au plus grand nombre, ça veut dire que vous pouvez initier n'importe qui au jeu de rôle avec cette boîte. Après que vous soyez non pratiquant de jeu de rôle ou pratiquant acharné, sincèrement c'est une boîte que je conseille. Alors je voulais vous dire quand même avant de terminer la vidéo, là on a parlé de Star Wars aux confins de l'Empire, parce que tout simplement c'est celui que je possède, parce que bon voilà, c'est le premier qui est sorti, et puis parce que vous l'avez compris, il se focalise sur l'univers des scélérats, des vauriens, des brigands, et ça me plaît beaucoup. Mais si vous n'êtes pas attiré par ce thème là, il faut savoir qu'il existe 2 autres thèmes dans cette collection de jeux de rôle Star Wars, également en kit d'initiation d'ailleurs. Hein. Donc on a Force et Destinée qui se concentre sur les Jedi et sur les Sith bien évidemment, ainsi que l'ère de la rébellion qui, comme son nom l'indique, se concentre sur l'Alliance rebelle et son opposition à l'Empire galactique. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, vous l'aurez compris, je vous recommande chaudement Star Wars aux confins de l'Empire, c'est une aventure à vivre, c'est impératif. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo et peut-être de parler de notre jeu Star Wars, hein, d'ailleurs, hein, pourquoi pas, je vous dis à bientôt, que la force soit avec vous, et n'oubliez pas, entre-temps, de mettre les pions sur la table. Non, je voulais juste vous dire qu'il faisait super chaud en fait là-dessous.